La carte bancaire d'un milliardaire a été refusée à la station-service, et ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Transaction refusée. Essayez une autre carte, a annoncé l'employé de la station Shell sur la route 65, avec ce ton de quelqu'un qui a déjà vu cette scène 1000 fois. L'homme devant lui, vêtu de vêtements simples mais portant une montre qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, est resté immobile devant la pompe à essence. Alexander Mitchell avait 42 ans et contrôlait un empire technologique évalué à 3,4 milliards de dollars. Du moins, il le contrôlait jusqu'à il y a 3 semaines, lorsqu'il a décidé de disparaître du monde des affaires après avoir découvert quelque chose qui allait tout changer. Maintenant, debout dans cette station-service perdue au fin fond du Texas, avec sa carte refusée et 50 personnes dans la file derrière lui, il sentait le poids des regards jugements. Sérieusement? Ce type conduit une Mercedes et il ne peut pas payer 23 dollars d'essence? Murmura quelqu'un dans la file, assez fort pour que tout le monde l'entende. Une femme d'âge moyen rit avec dédain. Je parie que c'est encore un de ces faux influenceurs qui font semblant d'être riches sur les réseaux sociaux. Alexander a essayé une autre carte. À nouveau refusée. La troisième carte a également été refusée, et les murmures se sont transformés en rires ouverts. Il savait exactement pourquoi cela se produisait. Ces cartes avaient été bloquées intentionnellement par quelqu'un qui avait découvert où il se cachait. « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter la file d'attente », a déclaré l'employé, clairement gêné par la situation. C'est alors que 2 petites voix ont tranché l'air tendu comme des couteaux affûtés. « On peut payer pour lui », ont dit à l'unisson 2 jumelles d'environ 8 ans, surgissant de derrière la voiture familiale dans la file d'attente. Elles étaient noires, portaient des tresses colorées et tenaient un petit sac rose contenant des pièces de monnaie qui tintaient à l'intérieur. Le silence fut instantané et assourdissant. « Les filles, revenez ici tout de suite », cria une voix féminine depuis l'intérieur de la voiture, visiblement gênée. Mais les jumelles, qui s'appelaient Grace et Hope, ne reculèrent pas. Au contraire, elles s'approchèrent d'Alexander avec une détermination qui contrastait brutalement avec leur âge. Grace, la plus bavarde, brandit le petit sac. « Nous avons 15 dollars et 60 cents. Ce n'est pas beaucoup, mais… » Elle hésita, regardant sa sœur, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant. Notre grand-mère disait toujours que quand quelqu'un a besoin d'aide et que vous pouvez aider, même si c'est peu, vous aider. Alexander regarda ses 2 enfants et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pendant 3 semaines, il avait été traité comme un paria par l'élite des affaires qu'il avait chassé de son propre empire. Des cadres qui lui baisaient les pieds quelques mois auparavant refusaient désormais de lui répondre au téléphone. Des investisseurs qui le suppliaient de les rencontrer répandaient désormais des rumeurs sur son instabilité mentale. Et là, dans cette station-service oubliée, 2 petites filles noires offraient leurs 15 dollars et 60 cents à un homme blanc qu'elles ne connaissaient même pas. La mère des filles finit par sortir de la voiture, visiblement mortifiée. « Excusez-moi, monsieur. Elles sont parfois trop gentilles pour leur propre bien. » Alexander s'agenouilla à la hauteur des filles, les yeux embués d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis des décennies. « Comment vous appelez-vous »« Grace » répondit la première. « Hope » répondit la seconde. « Espoir et grâce » murmura Alexander, plus pour lui-même. « Savez-vous que vous êtes spécial » Les personnes dans la file d'attente commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Certains chuchotaient à propos de la scène pathétique à laquelle ils assistaient. D'autres prenaient discrètement des photos, imaginant déjà comment cette histoire ferait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'Alexander Mitchell n'était pas seulement un homme riche tombé en disgrâce. C'était quelqu'un qui avait découvert des secrets sur la corruption dans les entreprises qui pouvaient faire tomber des gouvernements entiers. Et à ce moment-là, en regardant ces 2 filles courageuses, il prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de toutes les personnes présentes dans cette station-service. Parce que parfois, quand on perd tout ce qu'on croyait important, 2 enfants apparaissent pour nous montrer ce qui a vraiment de la valeur dans ce monde. Et si vous aimez cette histoire qui raconte comment la gentillesse de 2 petites filles a déclenché l'une des vengeances les plus épiques de l'histoire des entreprises américaines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette rencontre apparemment anodine a été le début d'une guerre qui a fait trembler de peur les géants du monde des affaires. La photo a été publiée sur les réseaux sociaux avant même qu'Alexander ne quitte le parking de la station-service. Un milliardaire failli a besoin d'éolettes d'enfants pour payer son essence, était inscrit en grosses lettres au-dessus de l'image virale qui le montrait agenouillé devant les 2 fillettes noires. En moins de 2 heures, le hashtag milliardaire mendiant figurait parmi les sujets tendances sur Twitter. Les commentaires étaient impitoyables. Ce type contrôlait une entreprise de 3 milliards et il n'arrive pas à payer 23 dollars. Pathétique de voir un homme blanc privilégié être sauvé par 2 enfants noirs. Le karma à l'œuvre, le masque est enfin tombé. Mais ce qui a vraiment fait bouillir le sang d'Alexander,
ce ne sont pas les commentaires anonymes. C'est le message qu'il a reçu à 22h43, provenant d'un numéro qu'il connaissait par cœur. Tu as vu les nouvelles? On dirait que ta stratégie pour disparaître de la circulation ne fonctionne pas très bien. Il est peut-être temps d'accepter que certains secrets sont trop grands pour une seule personne. J.K. Jonathan Kane. Son ancien associé, meilleur ami depuis 15 ans et actuel PDG de Technocore Industries, l'entreprise qu'Alexander avait fondée et dont il avait été expulsé 3 semaines auparavant après avoir découvert quelque chose qui allait changer à jamais la perception du public sur la technologie. Alexander regarda l'écran de son téléphone, se remémorant la dernière conversation qu'ils avaient eue dans le bureau du 42e étage à Manhattan. Jonathan était assis dans son fauteuil en cuir italien, souriant avec cette expression qu'Alexander avait mis des années à reconnaître comme étant purement hypocrite. « Alex, tu dois comprendre que certains contrats gouvernementaux sont délicats. Ce que tu as découvert sur l'utilisation de nos algorithmes à des fins de surveillance de masse ne doit pas être divulgué. Pas maintenant. Jamais. Jonathan, nous parlons d'une violation de la vie privée de 200 millions d'Américains. Nos logiciels sont utilisés pour espionner des citoyens innocents, manipuler des élections, contrôler les discours sur les réseaux sociaux. C'est illégal dans au moins 40 États. C'est rentable dans les 50, avait répondu Jonathan, sans ciller. 3 semaines plus tard, Alexander était assis sur le bord d'un lit dans un motel bon marché au Texas, regardant sa réputation être méthodiquement détruite sur les réseaux sociaux. Chaque publication virale, chaque mème humiliant, chaque commentaire sarcastique était un coup de pouce supplémentaire au plan de Jonathan visant à garantir que personne ne prenne au sérieux les accusations qu'Alexander pourrait porter. Qui croirait à un milliardaire en faillite, qui avait besoin de l'aide d'enfants pour payer son essence? Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Jonathan. Au fait, je viens de voir que tu es hébergé au Sunset Motel sur la route 65. C'est un endroit charmant. Je parie que les filles qui t'ont aidé aujourd'hui habitent à proximité. Ce serait dommage que quelque chose arrive à leur famille à cause de toi. Tu ne crois pas? Alexander sentit son estomac se nouer. Jonathan ne détruisait pas seulement sa crédibilité, il menaçait des innocents. Grace et Hope, 2 enfants qui avaient fait preuve de plus de compassion en 5 minutes qu'ils n'en avaient vu en 15 ans dans le monde de l'entreprise, étaient désormais dans le collimateur d'un psychopathe. Mais Jonathan Kane avait sous-estimé un élément fondamental concernant Alexander Mitchell. Au cours des 3 derniers mois, depuis qu'il avait découvert les dossiers secrets de Technocore, Alexander n'avait pas simplement recueilli des preuves de l'opération illégale. Il avait cartographié tout le réseau de corruption qui reliait son ancienne entreprise à des personnalités politiques de haut rang, des agences de renseignement et des sociétés internationales. Il avait des noms, des dates, des virements bancaires, des enregistrements de réunions secrètes et des documents qui pouvaient mettre 23 personnes puissantes derrière les barreaux. Et surtout, il avait créé un système de sécurité dont Jonathan ne soupçonnait même pas l'existence. Alexander ouvrit son ordinateur portable et tapa une séquence de code spécifique. Sur l'écran apparut une interface qu'il avait personnellement programmée, un dispositif d'autodestruction numérique connecté à tous les principaux sites d'information du pays. Si quelque chose lui arrivait, ou s'il ne saisissait pas un code de sécurité toutes les 72 heures, tous les fichiers seraient automatiquement transmis à des journalistes d'investigation dans 7 pays différents. Mais Jonathan venait de lui donner quelque chose d'encore plus précieux que la protection, une motivation personnelle. Il ne s'agissait plus seulement de justice ou de faire ce qui était juste. Il s'agissait désormais de protéger Grace et Hope, 2 filles qui représentaient tout ce qui restait de pur dans ce monde corrompu. Alexander regarda par la fenêtre du motel, voyant les lumières de la petite ville clignoter au loin. Quelque part dehors, 2 filles dormaient paisiblement, sans savoir qu'elles venaient de devenir le catalyseur de l'une des plus grandes révélations de corruption d'entreprise de l'histoire américaine. Il sourit pour la première fois depuis 3 semaines. Jonathan Kane pensait jouer aux échecs, mais Alexander était sur le point de lui montrer que lorsque l'on menace des enfants innocents, le jeu change complètement de catégorie. Chaque nouvelle humiliation sur les réseaux sociaux ne faisait que renforcer quelque chose en lui que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une détermination silencieuse alimentée par l'arrogance même qu'il tentait d'utiliser pour le détruire. Ce que cet ancien associé traître ignorait, c'est que chaque menace contre des innocents signait son propre arrêt de mort. Car certains hommes deviennent dangereux précisément lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre, sauf la chance de protéger ceux qui méritent vraiment d'être protégés. 3 jours après la menace voilée de Jonathan, Alexander était assis dans un café ouvert 24 heures sur 24 à la périphérie de Dallas, à 2h15 du matin. L'endroit était pratiquement vide, à l'exception d'un camionneur solitaire et d'une serveuse qui mâchait du chewing-gum tout en nettoyant la vaisselle avec des gestes mécaniques. La femme qui entra par la porte semblait complètement déplacée dans cet environnement. Samantha Torres, 38 ans, journaliste d'investigation au Washington Herald, avait remporté 2 prix Pulitzer pour ses révélations sur la corruption gouvernementale.
Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon désordonné et elle portait un sac à dos usé contenant un équipement d'enregistrement plus sophistiqué que celui de la plupart des rédactions du pays. « Alexander Mitchell », dit-elle en se glissant sur le banc en face de lui. « Je pensais que vous étiez mort ou emprisonné dans un pays sans extradition. »« Je l'ai aussi pensé pendant un certain temps, » répondit Alexander en lui tendant un dossier. « Jusqu'à ce que je découvre que certains secrets sont trop importants pour mourir avec ceux qui les connaissent. » Samantha ouvrit le dossier et ses yeux s'écarquillèrent. Des documents, des contrats, des virements bancaires, des transcriptions de réunions enregistrées secrètement. Il y avait là suffisamment de matériel pour faire tomber non seulement Technocore Industries, mais tout un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au Congrès. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en feuilletant rapidement le dossier. « Si tout cela est vrai, nous parlons d'une violation systématique du 4e amendement, de manipulation électorale, de chantage sur des personnalités publiques. » C'est vrai. Chaque mot, chaque chiffre, chaque enregistrement. Alexander prit son café déjà froid. Mais mon ancien associé, Jonathan Kane, essaie de me détruire avant que je puisse révéler tout cela. Et maintenant, il menace des innocents. Pendant qu'il parlait, le téléphone portable d'Alexander vibra. Une notification Twitter, un autre mème humiliant sur le milliardaire mendiant, avait atteint les 100 000 partages. Cette fois, quelqu'un avait créé un remix musical à partir de l'enregistrement audio de l'incident à la station-service, avec la voix de Grace disant « Nous pouvons payer pour lui », transformé en rythme électronique. Jonathan était méthodiquement cruel, transformant la gentillesse de 2 enfants en une blague nationale. « J'ai besoin que tu gardes ces documents en sécurité, » dit Alexander. « Et commence à tout vérifier. Cela prendra du temps, mais quand nous les publierons, ils devront être irréfutables. » Samantha acquiesça, rangeant soigneusement les documents. « Combien de temps penses-tu que nous avons ?» Jonathan n'attendra pas longtemps. Il sait que chaque jour qui passe est un risque. Mais il a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé ce qui se passe quand on menace des enfants innocents. Ce même matin, Alexander prit sa 2e décision stratégique. Il se rendit à l'école primaire où Grace et Hope étudiaient, un modeste bâtiment en briques rouges entouré d'une cour de récréation simple mais bien entretenue. Il ne s'est pas approché des filles, ce qui aurait été inapproprié et potentiellement dangereux. Il a plutôt cherché la directrice. Dorothy Washington, 55 ans, était enseignante depuis 3 décennies. Elle l'a immédiatement reconnue, mais son expression ne trahissait pas le mépris qu'il avait rencontré sur les réseaux sociaux. « Monsieur Mitchell, j'ai entendu parler de l'incident. Grace et Hope m'ont dit qu'elles vous avaient aidé. »« Elles ont fait plus que cela, » répondit Alexander. « Elles m'ont rappelé qui j'étais avant de me perdre dans l'argent et le pouvoir. Je suis ici parce que je pense qu'elles pourraient être en danger à cause de moi. » La directrice pencha la tête, inquiète. « Quel genre de danger ?» Alexander choisit ses mots avec soin. « Des personnes puissantes qui me considèrent comme une menace pourraient essayer d'utiliser mes proches comme moyen de pression. Je veux engager des agents de sécurité discrets pour l'école, renforcer le système de surveillance, m'assurer que rien ne leur arrive. Monsieur Mitchell, nous n'avons pas le budget pour. Je ne demande pas d'argent à l'école. Je propose de payer de ma poche. 250 000 $ pour améliorer la sécurité et créer un fonds éducatif pour chaque élève de cette école. » Dorothy resta silencieuse pendant un long moment. « Pourquoi feriez-vous cela ? » « Parce que 2 fillettes de 8 ans m'ont montré plus de compassion en 5 minutes que je n'en ai reçu de la part d'hommes d'affaires en 15 ans. Et parce que si quelque chose leur arrivait à cause de moi, je ne me le pardonnerai jamais. » Pendant ce temps, à Manhattan, Jonathan Kane était en réunion avec ses avocats au 42e étage de la Technocore Tower. La vue panoramique sur la ville s'étendait devant eux, mais Jonathan était uniquement concentré sur l'écran de son ordinateur portable, suivant les indicateurs d'engagement des publications humiliantes sur Alexander. Les actions de l'entreprise ont augmenté de 3% depuis le début de la campagne de dénigrement, rapporta David Chen, directeur marketing. Le récit selon lequel Alexander a perdu la raison se consolide. Personne ne prendra au sérieux les accusations qu'il pourrait porter. Jonathan sourit avec satisfaction. Parfait. Et qu'en est-il des autres mesures de sécurité ? Marcus Webb, chef de la sécurité de l'entreprise et ancien agent de la CIA, consulte ses notes. Nous le surveillons de près. Nous savons où il séjourne, qui il rencontre, où il va. Si nécessaire, nous pouvons étendre l'opération pour inclure des tiers. Des tiers ? La famille des enfants qui l'ont aidé. La pression indirecte peut être plus efficace que la confrontation directe. Jonathan marqua une pause, réfléchissant aux implications. Il avait bâti un empire sur des décisions calculées et froidement pratiques.
Les enfants innocents n'étaient que des variables dans une équation complexe. Faites ce qu'il faut, dit-il finalement. Mais restez discret. Rien qui puisse être retracé jusqu'à nous. Ce que Jonathan ignorait, c'est qu'Alexander avait anticipé exactement cette escalade. Au cours des 3 derniers jours, il n'avait pas seulement recueilli des preuves, il avait également installé des virus de traçage dans les systèmes de Technocore en utilisant des portes dérobées qu'il avait lui-même créées des années auparavant, lorsque l'entreprise lui appartenait encore. Chaque email de Jonathan, chaque réunion enregistrée par les appareils de l'entreprise, chaque virement bancaire suspect était automatiquement copié sur des serveurs sécurisés qu'Alexander contrôlait à distance. Ce soir-là, de retour au motel, Alexander reçut un appel de Samantha Torres. « Alexander, tu dois voir ça. Je viens d'intercepter une communication interne de Technocore. Il prépare quelque chose contre les enfants. » Alexander sentit son sang se glacer. Quoi exactement? Rien de violent, mais de l'intimidation. Du harcèlement subtil envers les familles, des problèmes bureaucratiques créés artificiellement, des pressions économiques. Ils veulent rendre la vie de ces gens insupportable jusqu'à ce que tu apparaisses pour les sauver. Puis ils documenteront cela comme preuve que tu utilises les enfants pour redorer ton image. Alexander serra les poings. Jonathan n'était pas seulement en train de détruire sa réputation, il orchestrait une situation où toute tentative de protéger Grace et Hope serait déformée en manipulation. Il y a autre chose, poursuivit Samantha. J'ai réussi à retracer certains des comptes qui financent les mèmes et les publications virales à votre sujet. Il n'y a pas que Technocore. Au moins 4 autres sociétés sont impliquées, dont 2 filiales de groupes médiatiques. Alexander comprit qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus grave qu'une simple vengeance personnelle. Jonathan avait transformé sa destruction en un projet collaboratif entre plusieurs entreprises qui tiraient profit de la technologie de surveillance illégale. Mais ils avaient complètement sous-estimé leur adversaire. Pendant 15 ans, Alexander avait construit non seulement des logiciels, mais aussi des relations. Des ingénieurs qui l'avaient encadré, des journalistes qui respectaient son travail, des hackers éthiques qui partageaient ses idéaux de transparence technologique. C'était un réseau invisible d'alliés dont Jonathan ne soupçonnait même pas l'existence. Alexander a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper des codes qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. Il était temps d'activer ce réseau et de montrer à Jonathan Kane que transformer la gentillesse des enfants en armes avait été la plus grande erreur stratégique de sa vie professionnelle. Ce que ses cadres dans leur bureau vitré ne comprenaient pas, c'est que certaines batailles transcendent la logique commerciale. Elles touchent à quelque chose de primitif et de puissant, à savoir la protection des innocents. Et lorsque vous éveillez cette force chez quelqu'un qui possède des ressources, des connaissances et un réseau secret d'alliés prêts à se battre pour la justice, la guerre cesse d'être une question d'argent ou de pouvoir pour devenir quelque chose de beaucoup plus fondamental. La différence entre ceux qui protègent et ceux qui détruisent, entre ceux qui construisent des communautés et ceux qui les exploitent à des fins lucratives. La réunion du conseil d'administration de Technocore Industries était sur le point de commencer lorsque les téléphones portables de toutes les personnes présentes se sont mis à vibrer simultanément. Jonathan Kane a regardé l'écran et a senti le sang se retirer de son visage. Révélation explosive. L'ancien PDG de Technocore dévoile un système de surveillance de masse qui viole la vie privée de 200 millions d'Américains, était le titre qui faisait la une non seulement du Washington Herald, mais aussi de 15 des plus grands médias du pays. Jonathan, tu vois ça? Marcus Webb, le chef de la sécurité, fait irruption dans la salle de réunion avec son ordinateur portable ouvert. Ils ont tout. Les contrats secrets, les enregistrements de nos réunions, les virements bancaires, même notre correspondance interne des 3 derniers mois. Jonathan essaya de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient tandis qu'il faisait défiler les documents divulgués. Toutes les conversations privées qu'il avait eues, toutes les décisions contraires à l'éthique qu'il avait prises, toutes les menaces qu'il avait proférées à l'encontre d'Alexander y figuraient. Le pire était l'enregistrement audio de sa propre voix disant « Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à leur famille à cause de toi, tu ne crois pas ?» en référence aux 2 filles qui avaient aidé Alexander. En moins d'1 heure, le hashtag Technocorefil était en tendance mondiale. L'enregistrement audio de Jonathan menaçant des enfants innocents avait été écouté des millions de fois, accompagné de commentaires furieux de parents indignés du monde entier. Samantha Torres est apparue en direct sur la chaîne d'information, tenant une pile de documents. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement de la corruption d'entreprises ordinaires. Il s'agit d'une opération systématique de chantage impliquant des personnalités politiques de haut rang, la manipulation d'algorithmes pour influencer les élections et l'utilisation illégale de données personnelles à des fins d'espionnage gouvernemental. Le téléphone portable de Jonathan sonna. C'était le numéro direct du PDG de la société mère. Kane, vous avez 5 minutes pour nettoyer ce gâchis ou considérer votre carrière comme terminée. Mais il n'y avait aucun moyen de nettoyer. Alexander avait été méticuleux.
Chaque document avait des métadonnées vérifiables. Chaque enregistrement avait une certification numérique d'authenticité. Chaque virement bancaire était tracé à travers plusieurs juridictions internationales. À 15h15, les actions de Technocore avaient chuté de 42%. À 4h, le FBI avait émis des mandats de perquisition et de saisie pour tous les bureaux de l'entreprise. À 5h de l'après-midi, Jonathan Kane était escorté hors du bâtiment qu'il avait dirigé pendant 3 ans, n'emportant avec lui qu'un carton contenant ses effets personnels. Mais Alexander avait gardé le meilleur pour la fin. Ce soir-là, pendant le journal télévisé national, Grace et Hope ont accordé une interview exclusive avec leur famille. La mère des filles, Diane Washington, une infirmière de 29 ans, s'adresse directement à la caméra. « Mes filles m'ont appris que la gentillesse ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni compte en banque. Elles ont aidé un inconnu parce que c'était la bonne chose à faire. Le fait que de puissants hommes d'affaires aient menacé notre famille à cause de cette gentillesse montre exactement pourquoi nous avons besoin de plus de personnes comme M. Mitchell dans le monde. » Grace a regardé directement la caméra. « Monsieur Jonathan, si vous regardez, je veux que vous sachiez que nous n'avons pas peur de vous. Et nous espérons que vous apprendrez que menacer des enfants est mal. » Hope a ajouté, avec la sagesse étrange d'une enfant de 8 ans, « Notre professeur dit que les méchants ne sont méchants que parce qu'ils ont oublié comment être gentils. Peut-être que vous vous en souviendrez maintenant. » L'interview a été vue par 68 millions de personnes dans les premières 24 heures. Jonathan a tout regardé depuis l'appartement de son frère dans le New Jersey, où il se cachait de la presse. Chaque mot prononcé par ses filles était comme un coup de poignard dans sa conscience endormie depuis des décennies. Son téléphone avait cessé de sonner. Aucun dirigeant ne voulait plus lui parler. Son compte bancaire personnel avait été gelé par le FBI pendant l'enquête. Sa femme avait changé les serrures et lui avait remis les papiers du divorce par l'intermédiaire d'un avocat. Mais le véritable coup de grâce est venu sous la forme d'un SMS envoyé directement sur son téléphone personnel à 23h47. « Jonathan, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Je ne t'ai pas détruit par vengeance, je l'ai fait pour protéger 2 enfants qui ont fait preuve de plus d'humanité en 5 minutes que toi en 15 ans. La différence entre nous est simple. J'utilise mon pouvoir pour protéger les innocents, tu utilises le tien pour les menacer. Alexander. » Une photo était jointe au message. Grace et Hope jouant dans la cour de récréation d'une école, riant, complètement inconscientes du fait qu'elles avaient déclenché l'une des plus grandes affaires de corruption d'entreprise de la décennie. Jonathan laissa tomber son téléphone par terre, comprenant enfin qu'il avait fatalement sous-estimé non seulement Alexander Mitchell, mais aussi le pouvoir transformateur de la bonté authentique lorsqu'elle est protégée par quelqu'un qui a les moyens et la détermination de la défendre. L'homme qui pensait contrôler des empires découvrit que certaines batailles transcendent la logique commerciale. Elles touchent à quelque chose de primitif, à savoir protéger ceux qui méritent d'être protégés. Et lorsque vous éveillez cette force chez quelqu'un qui possède non seulement des ressources, mais aussi un réseau secret d'alliés prêts à se battre pour la justice, vous découvrez que la véritable force ne vient pas des menaces ou du chantage, mais de la capacité à transformer un moment d'humiliation partagé en une croisade pour la dignité humaine qui résonne bien au-delà de n'importe quelle salle de réunion ou compte bancaire. 6 mois plus tard, Alexander Mitchell était assis dans un modeste bureau à Austin, au Texas, à la tête de la Grace et Hope Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des lanceurs d'alerte et à la dénonciation de la corruption dans les entreprises. La vue depuis la fenêtre ne donnait pas sur les gratte-ciels de Manhattan, mais sur une aire de jeux colorés où des enfants de toutes les couleurs jouaient ensemble. « Monsieur Mitchell, nous avons 43 nouveaux cas de dénonciation de corruption cette semaine », rapporta Sarah Chen, son assistante et ancienne employée de Technocore qui avait rejoint la cause après avoir vu l'émission. Et le documentaire sur notre histoire sortira sur Netflix le mois prochain. Alexander sourit en redressant sur la table la photo encadrée montrant Grace et Hope tenant un prix de « Jeune citoyenne de l'année » décerné par le gouverneur du Texas. Les 2 filles étaient devenues des symboles nationaux de courage et de compassion. Pendant ce temps, à 1600 km de là, Jonathan Kane était assis dans un appartement d'une chambre à Détroit, parcourant les offres d'emploi sur des sites de freelance. Aucune entreprise technologique ne voulait voir son nom associé à son CV. Ses anciens collègues cadres l'évitaient comme s'il était radioactif. Le téléphone sonna. C'était son avocat. « Jonathan, j'ai de mauvaises nouvelles. Le FBI a accepté vos aveux, mais la peine minimale reste de 12 ans de prison fédérale. Et votre ex-femme demande une pension alimentaire rétroactive. » Jonathan raccrocha et regarda par la fenêtre sale de l'appartement. À la télévision, il y avait une publicité pour la nouvelle série documentaire « Petit héros, grand changement », mettant en vedette Grace et Hope, qui avaient désormais leur propre émission pour enseigner aux enfants la bonté et la justice sociale. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas l'imminence de la prison ou la faillite.
c'était de savoir que 2 fillettes de 8 ans avaient fait preuve de plus d'intégrité en 5 minutes que lui pendant toute sa carrière de cadre supérieur. Le même jour, Alexander se rendit à l'école de Grace et Hope pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque numérique financée par la Fondation. Les filles coururent vers lui pour l'embrasser, encore timide face à toute l'attention nationale dont elle faisait l'objet. « Monsieur Alexander, dit Grace, notre professeur nous a dit que vous aviez aidé d'autres enfants comme nous dans tout le pays. »« Non, » répondit Alexander en s'agenouillant à leur hauteur. « C'est vous deux qui avez tout commencé. Je n'ai fait qu'amplifier la gentillesse que vous m'avez témoignée. » Hope lui prit la main. « Nous avons toujours ces 15,60 $, au cas où quelqu'un en aurait à nouveau besoin. » Alexander rit, les yeux remplis de larmes. « Gardez-les bien. Vous m'avez appris que les gestes les plus puissants viennent des cœurs les plus purs. » La Fondation Grace et Hope a traité plus de 200 plaintes pour corruption d'entreprise au cours de sa première année d'existence, ce qui a entraîné des amendes de plusieurs milliards de dollars et des dizaines d'arrestations de dirigeants corrompus. Alexander a découvert que sa véritable richesse ne résidait pas dans ses comptes bancaires, mais dans sa capacité à transformer des moments d'humiliation en mouvements de justice. Jonathan Cain a été condamné à 15 ans de prison fédérale. Pendant le procès, lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il a regardé directement la caméra. « 2 enfants m'ont appris la moralité mieux que n'importe quelle école de commerce. J'espère qu'un jour je serai digne de leur pardon. » L'histoire d'Alexander prouve que lorsque vous perdez tout ce qui vous semblait important, l'univers vous envoie parfois 2 anges de 8 ans pour vous montrer ce qui a vraiment de la valeur. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose de si puissant et positif que leurs injustices deviennent insignifiantes face au bien que vous parvenez à créer. Car au final, Jonathan a tenté d'humilier Alexander, mais il a fini par l'élever à un but plus grand. Et si cette histoire sur la façon dont la gentillesse enfantine a déclenché une révolution de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que de petits gestes peuvent générer de grandes transformations, et que parfois, les plus grands héros n'ont que 8 ans et 15 $ en poche.